Bah écoutez, moi je comprends pas trop l'intérêt de la multiplication de ces initiatives, mémorielles. Je suis plus très jeune, mais depuis que je suis jeune, effectivement, nous avons multiplié. Je crois qu'on est ad nauseam. On parle en permanence de ce que la France a fait en Algérie, dans la colonisation, etc. Donc je ne vois pas trop à quoi sert cette démarche supplémentaire. La première chose, c'est qu'effectivement, le pouvoir algérien, et là je rejoins ce que disait Elisabeth Lévy, instrumentalise le désastre économique et social qu'est l'Algérie depuis 62 en disant que c'est la faute effectivement des Français, c'est la faute de ce que nous y avons fait, etc. Donc c'est bien pratique pour avoir une sorte de nationalisme mémoriel qui mobilise les Algériens autour d'un pouvoir qui a failli, qui a menti et qui a trahi depuis 50 ans. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement ces initiatives mémorielles, il y a quelque chose de très occidental et de très français en réalité. Parce que moi je n'ai jamais entendu le gouvernement algérien avoir une initiative mémorielle pour tous les massacres perpétrés par le FLN, en dépit même des accords d'Évian. J'ai jamais entendu le pouvoir algérien s'excuser pour les massacres de Harki après 62, alors même qu'il avait été signataire des accords d'Évian qui visaient les pieds noirs. Et je parle même pas des saisies économiques des fermes, des entreprises sans aucune indemnisation des Français qui habitaient. Donc si vous voulez, quand on veut effectivement avoir une initiative mémorielle conjointe, il faut que les mémoires soient, comment dirais-je, célébrées en même temps, ou en tout cas, il faut rappeler en même temps les deux mémoires. Or, j'ai l'impression que c'est toujours unilatéral. C'est-à-dire que les Français et le pouvoir français se fouettent, peut-être une volonté de faire un pas vers l'Algérie aussi. Se flagellent en permanence. Non, c'est à eux d'en faire un d'abord. Et je terminerai en disant qu'effectivement... J'ai rien dit, je pose des questions. Je termine en disant simplement que ce genre d'initiative n'est pas simplement une initiative internationale ou bilatérale avec un pays étranger, puisque effectivement nous sommes concernés en France, et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire aimer la France à toute une génération de jeunes d'origine algérienne ou d'origine maghrébine qui sont français, de leur faire aimer la France en leur expliquant qu'aux Olympiades de l'horreur, la France a été sur la première place du podium. Je fais partie des 66 millions en l'occurrence de procureurs, mais enfin... Lui aussi d'ailleurs, vu qu'il a engueulé son gouvernement une semaine avant. Non, moi, ça m'a fait plaisir d'apprendre que j'étais procureur sans avoir fait la magistrature. J'ai gagné quelques années, donc j'étais content. Dit, 66 millions de procureurs, c'est le minimum pour juger 31 bonimenteurs de Macron et sa clique. Donc c'est à peu près... Ça commence bien. Donc voilà. Excusez-moi, mais d'abord, c'est pas simplement le cas du Covid ni de Macron. Enfin, de tout temps, les décisions gouvernementales ont effectivement fait l'objet, je rejoins ce que disait Benjamin Morel il y a un instant, ont fait l'objet de discussions. En démocratie, le désaccord n'a jamais été un crime. C'est au contraire une opportunité. Donc moi, je me réjouirais d'avoir des gens qui critiquent mon action parce que c'est aussi une bonne santé démocratique. Et c'est aussi comme ça. Je vais le faire tout de suite. Et c'est comme ça qu'on progresse. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron, effectivement, nous a habitués à une phraséologie qui exprime une certaine idéologie, je dirais, antinationale. Je dirais, il n'a jamais eu un mot, si vous voulez, positif pour la France et les Français. Non, c'est pas vrai. La plupart du temps, il rhabille pour l'hiver et la France et les Français. En revanche, quand il s'agit de parler du monde, là, effectivement, il s'exprime de manière très favorable. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron ne sait pas ce qu'est la France et ne sait pas ce que sont les Français. Et en général, quand il en parle en des termes peu amènes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il parle du reste du monde, où là, effectivement, il est en extase, dans une espèce de béatitude devant le monde, qui n'est pas le cas pour la France, qui est un tout petit pays pour lui, qui ne pèse plus grand-chose. Le malheur, c'est qu'il en est son président. Voilà. Oui, c'est pas votre avis ? Les spécialistes, depuis le début, ont eu des avis très contradictoires. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est l'avis des spécialistes. A priori, ce sont les scientifiques, mais bon. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu ces derniers mois, je ne vous le cache pas. Mais c'est pareil, les scientifiques, ils ont une pluralité d'opinions qui va effectivement d'un confinement indispensable à un confinement qui n'est pas nécessaire, à un couvre-feu qui doit partir à 9h quand ce n'est pas un couvre-feu à 18h, quand ce n'est pas un couvre-feu du tout. Donc effectivement, au bout d'un moment, si vous voulez, les scientifiques sont un peu comme les économistes, ils sont les conseillers des princes, mais cela n'annule pas la décision du prince, qui doit être une décision politique, pour le coup, sur la base d'avis contradictoires. Donc moi, je crois que les scientifiques, ils disent ce qu'ils veulent depuis le début, d'ailleurs, ils disent ce qu'ils veulent, ce que la science dicte, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais enfin, la France, elle n'est pas administrée par l'Institut Pasteur. La France, elle est administrée par un gouvernement qui doit gouverner. Voilà. Écoutez, moi je suis radicalement contre tout reconfinement. Voilà. Je veux qu'on ouvre tout et tout de suite.
pour une raison simple, c'est que effectivement, vous irez faire des soirs de garde à l'hôpital alors, parce que si vous ouvrez tout de suite, je peux vous dire que vous allez avoir des malades dans les couloirs. Il faut être intraitable sur le masque, le gel, les distanciations sociales. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut bien sûr appliquer toutes ces règles-là, mais il faut ouvrir tout de suite. Il faut arrêter avec cette hystérie. Parce qu'effectivement, des gens peuvent contracter le Covid. Dans l'écrasante majorité des cas, les gens qui ont le Covid, ça passe comme une grippe. Ils ont des symptômes, effectivement, pendant une semaine, 10 jours, mais ils s'en sortent. Il faut arrêter de dire que parce qu'on tombe malade, on serait atteint de la peste ou du choléra. C'est pas une maladie. Encore une fois, vous faites des généralités. Moi, je pense à ces gens qui nous regardent peut-être, qui ont plus de goût, plus d'odorat depuis un an. Non, mais je dis pas. Il y a des séquelles, qui sont passés en réa, qui sont sortis, mais qui garderont ça toute leur vie aussi. Tout à fait, mais je veux dire, ça concerne pas la majorité des gens qui sont atteints par le Covid. Bien sûr qu'il y a une mortalité de personnes qui sont âgées, qui ont des comorbidités, etc. Il faut le regretter parce que la sacralisation de la vie doit rester au cœur de nos préoccupations. Mais enfin, le problème aussi, c'est que derrière, vous pouvez pas tuer un pays, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, à petit feu, le tuer économiquement, le tuer socialement, le tuer même physiquement, parce qu'effectivement, vous avez des dépressions, vous avez des gens qui sont dans un mal-être profond à cause de ce qui se passe, et tout ça parce que vous avez un gouvernement dont la seule crainte est d'encaisser des procès d'arrière-petits-fils de personnes qui, lorsqu'elles ont 100 ans, peuvent être mortes du Covid parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles ont des comorbidités. Et effectivement, c'est la jurisprudence sans contaminer. Donc il faut à un moment qu'on gouverne avec du courage, qu'on ait le courage de faire les choses telles qu'elles doivent se faire, c'est-à-dire de tout rouvrir. Et tant pis, effectivement, s'il y a des dommages collatéraux de personnes qui sont fragiles, mais on ne peut pas tuer tout un pays simplement pour sauver quelques vies. Excusez-moi. Alors, je ne suis pas certain que le docteur Marty soit d'accord avec ce que vous venez de dire. Docteur Marty. Non, mais on a là un discours typique d'électoralisme facile, qui tombe dans la facilité, etc., etc. Donnons-les. Tout cela, manifestement, n'est pas suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, il va falloir malheureusement, en venir à un troisième confinement. Et on n'en est pas un discours juste idéologique ou juste pour avoir quelques voix et se faire la cerise. Non, mais attendez, moi je suis candidat à aucune élection. Très court, parce qu'on est plusieurs sur le plateau. Je n'ai pas de discours électoraliste parce que tout simplement je ne suis candidat à aucune élection et je n'ai pas de parti politique. Mais c'est la voie de la raison. Aujourd'hui, nous avons effectivement un système hospitalier, à la fois l'hôpital privé et l'hôpital public depuis le début. On a des synergies qui ne sont pas faites. Nous avons des capacités hospitalières oisives. Il y a toute une politique sanitaire. Il y a toute une politique sanitaire qu'il faut rendre en cohérence pour traiter ça, quitte à avoir des hôpitaux dédiés au Covid. Mais on ne peut pas, si vous voulez, parce qu'on a quelques milliers de morts. Jean Messia, monopolisez pas la parole. Je ne comprends pas, si vous voulez, ces gens-là. Moi, je discutais avec eux sur tous les plateaux télé depuis 1 an et demi. J'ai eu droit pendant 1 an et demi, et je ne suis pas le seul, à tous les noms que vous pouvez imaginer lorsqu'on parlait de frontières. Et aujourd'hui, ces fleurs de nave qui nous gouvernent viennent nous expliquer... Fleurs de nave. Fleurs de quoi? C'est quoi une fleur de nave? Je ne connais pas, je suis désolé. Poétique, ce soir. Non, mais éclairez-nous un peu de culture. Je vais chercher pendant qu'il parle. Je suis sûr que vous ne savez même pas ce que c'est. Ben non. Alors qu'est-ce que c'est une fleur de nave? Qu'est-ce que c'est? Comment? Des petits personnages, des médiocres. Ah oui. Voilà, des gens qui vous expliquent pendant des semaines et des mois qu'effectivement la notion de frontière... Ah oui, ça me dit quelque chose, c'est dans San Antonio. Voilà, la notion de frontière est une notion d'extrême droite, une notion nazie, presque qui fait de vous un pestiféré. Je vous jure, un pestiféré. Et maintenant, les mêmes vous disent effectivement, peut-être que la notion de frontière aurait un intérêt pour qu'on rétablisse des contrôles. Il faut à un moment arrêter l'idéologie. Depuis le début, nous disons qu'il faut faire preuve de pragmatisme lorsque tous les pays... Vous parliez du mimétisme tout à l'heure, que tous les pays faisaient la même chose. Une personne niaise. Bon, Jean c'est pas le Messia Show ce soir. Par hasard. L'Union européenne. Mais oui, mais vous terminez, vous mettez 3 jours à terminer. Mais comme par hasard, le mimétisme, lorsqu'il s'agit de confiner, de cadenasser le pays, on dit tous les pays font la même chose. Mais quand les pays ferment les frontières, on vous dit non, il ne faut pas faire la même chose. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et ils nous prennent pour des pigeons, tout simplement. C'est ça la vérité. Rendez-vous compte qu'il y a quelques mois, oser dire une chose pareille faisait de vous un complotiste. Mais non, mais sauf que quand on annonce des choses sans les faits, en effet, ça peut être du complotisme. Les faits, ils sont là. Donc là, on peut en parler. D'accord, mais enfin. Voilà. C'est la seule différence avec le complotisme. Voilà. C'est quand même, ça serait assez peu, ça serait méconnaître les règles du fonctionnement du marché mondial et la logique de maximisation du profit qui est. Il n'y a pas de petit profit. Qui est celle de toutes les entreprises agissant sur le marché mondial que de croire
que aussi bien Pfizer que toute l'industrie pharmaceutique seraient des sortes de philanthropes qui seraient là pour soigner le monde gratuitement mais entre et de manière philanthropes et voleurs, il y a une désintéressée. différence De manière quand même. désintéressée. Donc effectivement, sur le marché mondial, lorsqu'il y a des pandémies comme ça, lorsqu'il y a des pandémies comme ça, il y a des comportements de passagers clandestins, il y a des comportements peu avouables, effectivement, qui relèvent de l'arnaque. Mais moi, j'ai une question. Là, il l'avoue. Quand le gouvernement annonce 70 millions de vaccinés, c'est un truc que je ne triche pas là, 70 millions de vaccinés au mois d'août, ça veut dire qu'en gros, le vaccin va être obligatoire, en fait. Non, il n'a pas dit 70 millions de vaccinés, il a dit qu'on pourra, il y aurait 70 millions de doses. Il a dit on va vacciner 70 millions de personnes avant le mois d'août, donc le vaccin sera obligatoire. Il a dit qu'on aura de quoi vacciner. Il y aurait de quoi, voilà. Vous jouez là, franchement, vous jouez sur les mots. Mais il y a de quoi vacciner 70 millions de personnes. Si on tire un peu le fil, effectivement, on peut considérer que s'il y avait effectivement des remèdes en avance de phase, tel que le proposait le professeur Raoult, en avance de phase, pas en attendant que les gens meurent, mais au début, effectivement, de là à penser qu'on a pu le discréditer pour que les profits puissent effectivement exploser par la suite, c'est effectivement une marche qu'on peut franchir sans être raisonnablement taxé de complotisme. Benjamin Morel, dire deux choses. Frédéric Durand. Cette année que Jean Messia se vide, mais non, mais je veux dire, je sais que ça me tient à cœur le sujet. Passons là-dessus. La gauche est très libérée par rapport à ces questions. Non, mais Jean Messia, ne remettez pas une croix. Moi, je ne crois pas qu'on puisse tenir à égalité les deux choses. Il y a un peuple qui a été colonisé, pendant 130 ans, d'accord, de façon extrêmement violente. Et je pense qu'à côté de ça, oui, il y avait des colons et des colonisés. On ne peut pas dire c'est tout se vaut. Un sac d'Arki, il n'y a pas de problème. Laissez-nous terminer. Attendez, je peux rien y faire. Je dis qui parle et votre comparaison est une absolue. On ne peut pas comparer le comportement du FLN vis-à-vis d'innocents français, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, d'accord, avec le comportement des résistants qui s'attaquaient à une force. S'il vous plaît. C'est ça qu'il a fait. Je dis qu'ils défendaient leur pays. Je sais pas. Pardon ? Ils défendaient leur pays. Oui, mais ça autorise pas tout. Elisabeth, voilà. S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Comment ? Il est beaucoup moins manichéen qu'on veut bien le dire. En tout cas, c'est l'instrumentalisation de ce rapport par la politique qui pose problème. Le rapport en lui-même, bon, c'est un rapport d'historien qui est plutôt bien ficelé. Mais ce que je conteste dans ce que disait Benjamin Morel, c'est vrai, oui, effectivement, historiquement, les nations se sont construites en se donnant des ennemis, mais c'est pas une construction permanente et éternelle. C'est-à-dire que ça commence effectivement comme ça, et ensuite il faut positiver pour faire nation positivement, et ça pas simplement contre, faire nation pour. Or là, le problème de l'Algérie, c'est qu'ils ont du mal à faire une nation pour. Et je pense que ce problème provoque un dommage collatéral en France, c'est que du coup, vous avez toute une partie de notre jeunesse qui est d'origine maghrébine, qui continue aussi à se définir contre et contre la France, alors qu'ils sont français. Mais ça, c'est notre problème mémoriel à nous. Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez des initiatives comme ça qui entretiennent justement cette espèce de, de mythologie algérienne, comme quoi ils se construisent uniquement contre nous. Mais il ne s'agit pas avec ce rapport, le rapport était bon, mais je dis simplement que lorsque de tels rapports historiques faits par des historiens sont récupérés par la politique, ils ne font que nourrir des irrédentismes identitaires à l'intérieur de la France. Et c'est là le danger.